Alors, bon, j'ai envie de rappeler que, parce que tout à l'heure, Anna a parlé d'expert. Et alors, je voudrais dire surtout que je ne me considère en aucun cas comme un expert. Et pour ça, il faut que je rappelle ce qu'est mon métier, le point de vue, au sens littéraire du terme, d'où je vais vous parler, parce que ça me semble important. Alors, c'est vrai que j'écoute depuis une quinzaine d'années, c'est mon métier, des couples qui sont en difficulté, qui sont de tout milieu, de tous âges, de toutes anciennetés conjugales. Quelquefois, ils ne savent même pas dire s'ils sont vraiment des couples ou s'ils ne le sont pas. Ils hésitent sur la durée. Des couples qui ont des difficultés qui peuvent être ponctuelles, légères, sérieuses, gravissimes. Donc, absolument une palette complète de situations. Et je travaille aussi avec des couples qui sont en cours de séparation et avec des personnes seules autour du couple. Et puis, je vous parle d'un point aussi où donc j'ai l'expérience cruciale de mon propre couple qui a tourné ses 43 ans il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être dans cette salle des couples plus anciens. En tout cas, 43 ans, je me faisais la réflexion qu'on avait déjà franchi largement le cap où nous avons passé plus de temps en couple que de temps seul. Et que cette différence allait se creuser, en tout cas pour moi, pour mon bonheur. Et donc tous les allers-retours qui, dans ma tête, bien entendu, peuvent se produire entre ma vie de couple avec Marité et mon métier. Voilà, c'est de là que je vous parle. Alors, une précision encore sur ce métier, il est assez mal nommé. Il est nommé de manière ambiguë parce que conseiller conjugal et familial, on peut entendre à tort que nous donnons des conseils. Et en fait, ce n'est pas du tout le sens du mot conseiller dans cette dénomination. Le sens, c'est que nous tenons conseil avec les personnes, autrement dit que nous accompagnons la recherche du bon chemin pour les personnes qui viennent nous voir, et donc que surtout, que principalement, nous faisons de l'écoute. Voilà. Et de la contenance pour que les personnes, avec leurs propres ressources, arrivent à trouver leur chemin. Ce qui veut dire que dans ce que je pourrais vous dire sur les valeurs du couple, il s'agit en aucun cas d'un enseignement d'expert, il s'agit d'un simple regard qui est tiré de mon expérience, certes à la fois conjugale et professionnelle, mais un regard que j'espère bien que j'aurai à partager avec vous, que vous devez bien partager avec moi dans la deuxième partie de cette soirée, pour que nous puissions confronter nos vies. Ce n'est qu'une vue d'un point de vue qui est le mien. Voilà. Alors le sujet de ce soir, Anna ne l'a pas dit, mais je dois signaler que je l'ai pris un peu au pied levé, un peu tardivement. Et ce qui m'apparaît plus dans la diapo qui est là, c'est qu'il y avait un sous-titre. Et ce sous-titre, donc, quel couple je veux construire, et en dessous, il y avait marqué, et vous l'avez peut-être vu sur les affichettes, ceux qui ont regardé tranquillement les affichettes, il y avait marqué quelles sont les valeurs permettant à la relation de couple, sous-tendant la relation de couple, qui lui permettent de s'affirmer et de progresser. Voilà, alors donc je suis parti de ça, et en ayant après coup, en réalisant après coup que, en fait, dans les consultations, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle essentiellement du couple qui me parle, de ce qui les fait souffrir, de ce qui est insatisfaisant pour eux, de ce qui va mal d'une manière générale, que ce soit sur le plan matériel, on se dispute pour ne pas faire la vaisselle ou pour descendre la poubelle, c'est un vrai problème de couple. Dans la sexualité, c'est malheureusement fréquent que les besoins ne soient pas parfaitement équilibrés. Dans le soutien psychologique, mon mari se fout complètement de ce qui m'arrive, on entend
voilà, des choses qui sont en dur, je dirais, qui sont très terre à terre. Et où sont les valeurs là-dedans? C'est la question qui m'est venue tout de suite. J'ai dit que j'ai accepté de faire un exposé sur les valeurs d'un couple, mais finalement, j'en entends très peu parler de manière explicite. Et donc, je me suis dit que malgré tout, elles étaient présentes. Hein, elles le sont pour moi dans ma vie de couple. Et il a fallu que je me pose la question de où est-ce qu'elles affleuraient, où est-ce qu'elles étaient sous-jacentes dans ce que les couples débattaient devant moi. Et il m'a semblé que je pouvais prendre alors, je me suis dit aussi que les valeurs qui sont engagées dans le couple, qui sont mobilisées dans le couple, eh bien, à la limite, ce sont toutes les valeurs humaines. Hein, qu'au fil d'une vie de couple, pratiquement, c'est tout l'éventail des valeurs humaines qui peut être sollicité. Et que donc, il allait falloir que, pour en parler de ça, que je fasse des choix absolument déchirants. Je fasse une sélection, parce que sinon, je risquais de vous tenir pendant plusieurs jours sur les valeurs du couple. Et donc, voilà, j'ai l'impression d'avoir sélectionné quelques valeurs qui m'ont paru affleurer plus souvent dans la relation du couple, et en considérant que le sous-titre qui était donné à la soirée proposait un découpage de certaine manière. Quel couple je veux construire? Il m'a semblé que ça renvoyait davantage peut-être aux idéaux que l'on pouvait avoir initialement, hein, et aux idéaux qui seraient peut-être un petit peu intemporels dans la vie du couple, c'est-à-dire qui nous habiteraient d'une manière constante, plus ou moins forte, mais d'une manière finalement qui parcourt toute notre vie de couple. Et que le sous-titre, lui, renvoyait donc les valeurs permettant à la relation de s'affirmer et de progresser. Je me suis dit que là, on pouvait peut-être davantage dans les différentes étapes de la vie de couple, et le fait que, au fil de ces différentes étapes, les valeurs qui sont mobilisées ne sont pas forcément les mêmes, et qu'il y en a certaines qui, selon l'étape, hein, selon la marche que nous avons à franchir, vont être plus mobilisées que d'autres. Voilà un petit peu, disons, la logique de ce que je vais vous dire. Je terminerai quand même par quelques remarques qui rejoindront peut-être plus directement tout ce qu'a pu dire Jennifer, avec lequel je dois dire je suis en parfaite sympathie. Et alors j'ai eu l'impression, Jennifer, quand même, que tu avais des inquiétudes, notamment en parlant avec Anna, hein, que tu avais de très sérieuses inquiétudes sur l'avenir du couple. Des inquiétudes qui se sont dissipées chez moi quand je t'ai entendu parler de ton couple. Mais je me suis dit que ce que j'avais préparé pour vous dire, finalement, ça risquait de vous paraître un peu angélique. Parce que j'ai une vision qui, au fond, bien que j'écoute des couples qui sont en difficulté, une vision qui est assez rassurante. Bien. Et que le couple a de belles années devant lui, si j'ose dire, j'espère, de belles décennies, de beaux siècles peut-être devant lui. Bon, alors, partons donc un petit peu à la recherche de ces valeurs. Et donc, je commence par, vous allez voir que ça va être très succinct, très limitatif dans l'énoncé des valeurs. J'ai dit en premier lieu des valeurs qui nous habitent dès la préhistoire de notre couple. Et il m'a semblé qu'il y en avait grosso modo deux. L'une que l'on peut mettre autour de la notion de stabilité et de durée du couple, et l'autre qui est un petit peu sur un terrain égaux, qui est la fidélité. Hein, parce que un couple qui se veut s'inscrire dans la durée et qui n'a pas en tête la fidélité, je crois qu'il n'ira pas très loin. Voilà, donc ce sont un peu les deux faces d'une même médaille. Alors, qu'est-ce que j'ai eu envie de dire de ces deux valeurs? Et ça, c'est quelque chose que j'ai perçu au fil de mon travail. Je crois que ce sont des valeurs qui sont en nous extrêmement tôt.
qui se précisent à l'adolescence, et elles sont en nous de manière extrêmement forte et permanente, parce qu'elles conditionnent le sentiment de notre valeur. Et parce qu'au fond, viscéralement, nous avons besoin de nous penser comme le fruit d'un lien amoureux indestructible. Voilà. Ça, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental là. Et j'en vois la preuve notamment, je suppose que vous l'avez tous observé, si vous avez autour de vous des couples qui se sont séparés avec des enfants, il est saisissant de constater à quel point les enfants de ces couples, pendant des années, vont espérer que leurs parents se réunissent. Et c'est un espoir qui ne disparaît jamais complètement. Et voilà, et moi je l'interprète comme le fait que nous puisons le sentiment de notre valeur propre dans l'idée que nous sommes le fruit d'un amour indestructible. Et ça, c'est quelque chose qui va nous habiter, bien entendu, qui va constituer pour moi l'essence de l'envie de construire un couple durable et un couple fidèle. Alors, ces valeurs de fidélité et d'envie de s'inscrire dans la durée, il me semble qu'une fois que le couple est constitué, elles agissent peut-être davantage comme quelque chose qui nous habite en positif, davantage comme un garde-fou, je dirais, que comme quelque chose auquel nous pensons tous les 4 matins. Ça fonctionne comme un garde-fou, à travers, par exemple, le regard que notre environnement affectif, amical, social, a sur nous en tant que couple. Et puis ensuite, lorsque nous avons des enfants, à travers l'angoisse que nous pouvons ressentir à l'idée de les faire souffrir parce que nous nous séparerions. Et c'est cette pensée-là, très souvent, qui fait que nous recollons avec ces valeurs de fidélité et d'envie de durée. Concernant la souffrance des enfants à l'idée de la séparation, c'est quelque chose que j'entends alors de manière absolument constante dans tous les couples que je reçois et qui ont des enfants. C'est la première chose qui leur vient à l'esprit lorsqu'ils s'interrogent sur l'opportunité d'une séparation. Comment nos enfants vont pouvoir le vivre? Voilà. Si malheureusement le couple choisit de se séparer, en fait cette angoisse-là, je constate qu'elle perdure chez chacun des parents avec l'idée que peut-être l'enfant ou les enfants pourraient se détourner d'eux. Il y a une culpabilité, ça perdure autrement dit sous la forme d'une culpabilité extrêmement forte à l'idée que s'être séparé, ça pourrait éloigner les enfants de nous. Voilà. Alors, Jennifer a parlé de la fidélité et du manquement à la fidélité dans des termes qui m'ont beaucoup plu. Moi, j'aurais envie de dire, l'image qui m'est venue pour parler du manquement à la fidélité, ça peut peut-être amuser Marie-Claire, elle comprendra pourquoi, je l'ai un peu vu comme une jambe cassée du couple. C'est une jambe cassée du couple. C'est une jambe cassée, c'est parce que c'est la mise à mal d'un appui essentiel du couple, comme la jambe sur l'une des deux jambes sur lesquelles nous nous appuyons, la mise à mal d'un appui majeur de la relation qui est la confiance. Alors, des couples dans lesquels il y a eu une infidélité sérieuse, j'en vois malheureusement un certain nombre. Ce n'est pas nécessairement la majorité de ma patientèle, mais j'en vois un certain nombre. Ça peut souvent se réparer, se ressouder, mais quel temps ça prend, et quel travail douloureux, et malheureusement il reste toujours des séquelles. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles cette infidélité s'est produite, voilà. Et je faisais un clin d'œil à Marité parce que j'ai eu une jambe cassée il y a 2 ans. Et je pars en connaissance de cause. Voilà. Je
trouve ça dramatique quand j'entends des personnes qui me disent j'ai pensé à l'infidélité comme une solution pour renouer mon couple. 99 fois sur 100, quand il y a eu quand l'infidélité a été commise sur cette base-là, il y a un revirement absolument déchirant de la personne qui se rend compte qu'elle s'est trahie elle-même. Voilà. Donc, alors c'est vrai, vous avez peut-être raison de trouver que tout ce que l'on fait pour faciliter les séparations, c'est regrettable. Hein. Vu du côté du conseil conjugal, effectivement, on a une autre vision qui est du caractère assez dramatique, finalement, de ce que fait vivre la fidélité, de ce que fait vivre la séparation. Et notamment, j'ai envie de dire à ce niveau-là, des illusions qu'il peut y avoir d'une vie meilleure par une recomposition conjugale et familiale. 9 fois sur 10, la recomposition fait surgir d'autres problèmes qui sont souvent encore plus difficiles à résoudre que la première union. Voilà donc ces deux premières valeurs que je vais qualifier de peut-être à la fois initiales et intemporelles. Et le deuxième groupe de valeurs dont j'ai eu envie de vous parler, et que j'ai eu envie de noter dans mon étude des couples et par rapport à ma vie personnelle, ce sont des valeurs qui sont plus contingentes, dans le sens où elles viennent sur le devant de la scène à un certain moment du parcours du couple. Et pour faire simple, disons que j'ai repéré 3 moments clés de la vie du couple. Ça n'a rien d'original. Le premier, c'est la constitution du couple. Le deuxième, c'est l'accession aux rôles parentaux, l'arrivée des enfants. Et la troisième, c'est le départ des enfants. Il y a quelque chose qui, je crois, intéresse Anna. Elle me disait lorsque nous nous sommes rencontrés que c'était un aspect de la vie qui suscitait pas mal de questionnements pour elle. Et peut-être que pour vous aussi. Que devient le couple quand les enfants sont nés? Alors la constitution du couple, quelle que soit la manière dont il se forme, j'ai eu envie de souligner une valeur dont Jennifer a parlé, hein, que vous connaissez tous, qui est la capacité à s'engager. Hein, quel que soit, il me semble, les aides que le couple a reçues pour se constituer, hein, par exemple l'appui des parents, ou d'autres manières d'amorcer pour la société, d'amorcer des rencontres. Et quelle que soit la modalité, il me semble que pour que le couple puisse se créer sur de bonnes bases, il faut qu'il y ait chez les deux conjoints, une capacité à s'engager. Alors qu'est-ce que ça veut dire, sa capacité à s'engager? Bon, ça veut dire beaucoup de choses, mais il me semble que ça... Jennifer a parlé de cette attirance, c'est vrai qu'il faut que cette attirance... il y a, moi, pour ma part, ce que j'ai noté, c'est notre capacité à faire confiance à notre intuition des qualités de l'autre, et symétriquement à notre capacité à nous de nous montrer dignes de cet autre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ce sont deux choses qui vont en général ensemble, et je crois qu'elles reposent fondamentalement sur la valorisation que nous avons reçue enfant. C'est l'amour que nous avons reçu qui, à ce stade de l'engagement dans le couple, va jouer pleinement son rôle pour qu'on ait l'audace, je dirais, de penser à un engagement durable. La deuxième chose qui me paraît importante dans la capacité à s'engager, c'est la capacité à renoncer à ce que j'appellerais les autres possibles. Les autres possibles. Et là, il me semble que c'est un point par rapport auquel notre société moderne
informatisé amène des problèmes particuliers, je pense, au site de rencontre. Je reçois pas mal de couples qui se sont formés à l'aide de sites de rencontre. Et j'en entends beaucoup, et j'en entends autour de moi, des personnes, cette fois, qui ont pensé que c'était la bonne solution pour former un couple, et qui en fait ont été pris dans ce que j'appellerais une recherche indéfinie du encore mieux. Parce que ils n'arrivent pas à se dire que, eh bien là, ils ont rencontré une personne avec laquelle ils peuvent construire, et que la rencontre ce n'est que le point de départ, hein, et que ce qui va faire tout l'intérêt de la vie conjugale, c'est pas le départ, hein, c'est ce qu'on va construire derrière. Voilà. Alors en ce sens, je crois que effectivement nos sociétés, là, avec les sites mythiques et autres, Darling et compagnie, certes, moi je ne suis pas négatif complètement par rapport à ces sites, parce que j'ai aussi devant moi des couples, alors souvent c'est souvent une personne seule qui vient me voir, parce que elle a rencontré quelqu'un par ce biais-là, et tout beau, tout nouveau, et puis au bout d'un moment, elle s'est aperçue que le profil, comme on dit, sur lequel chacun s'était basé, il y a des trous dedans. et donc, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et voilà, et donc, l'accompagnement que je vais faire, évidemment, c'est de l'aider à comprendre que c'est peut-être pas l'essentiel, le fait qu'il y ait des trous, qu'il faut voir ce qu'on peut construire derrière. Voilà. Et peut-être que ces personnes-là, s'il n'y avait pas les sites internet, elles seraient encore célibataires. Alors que souvent, hein, ce sont des personnes qui ont réussi à construire, avec transitoirement ma petite aide, mais après ça, leur propre force, des couples que je sais, parce qu'elles me donnent des nouvelles, souvent ces personnes-là, hein, des couples que je sais tout à fait viables, hein, qui ont pu tirer les leçons de leurs difficultés initiales. Alors, ce que j'ai envie de souligner, à l'occasion, en citant ces quelques valeurs qui occupent une place variable au fil de la vie du couple, c'est au passage comment elles peuvent être stimulées par ce que j'appellerais des synergies qui sont à l'œuvre dans la structure de couple. Autrement dit, la valeur du fait de cette mise en couple, ou de vouloir se mettre en couple, pour favoriser en quelque sorte le développement de certaines valeurs. Dans la rencontre amoureuse, donc voilà, dans la constitution du couple, il y a quelque chose qui m'a souvent frappé en écoutant les couples, c'est lorsque je les interroge après coup sur, je pose souvent la question, vous vous souvenez de quelles ont été les qualités qui vous ont le plus frappé chez votre conjoint, votre futur conjoint, et qui auraient pu vous décider à vous engager? Eh bien, il est assez fréquent que je n'ai pas de réponse sur le moment. Si ce n'est des réponses assez vagues. Et en fait, ce qui ressort au bout d'un moment, c'est que ce qui a fait que chacun s'est senti prêt à s'engager, c'est le bol d'oxygène que lui a donné le fait de sentir de l'intérêt pour soi chez l'autre. Il y a quelque chose de miraculeux dans la rencontre amoureuse, qui est qu'on se donne l'un à l'autre un extraordinaire bol d'oxygène, et que c'est ce bol d'oxygène, au plan de l'estime de nous, hein, qui va nous permettre de dépasser les doutes que nous avons sur nous-mêmes. Voilà. Donc une première vertu que je trouve très, très marquante de la relation amoureuse, et donc qui sont à mettre à son crédit.
étape, je n'en dirai pas plus sur la constitution du couple, donc, et cette valeur, la capacité à s'engager. Alors on arrive à au deuxième moment charnière de la relation du couple, qui est l'arrivée des enfants. L'envie d'accéder à la parentalité. Alors, c'est peut-être presque une tautologie de dire que la valeur ou les valeurs qui sont fondamentalement en jeu à ce stade-là, ce sont l'envie de créer et l'envie de transmettre. Bon, mais alors sur quoi ces valeurs-là reposent-elles? Je crois qu'elles reposent encore plus largement, je pense, sur une foi, une foi, je crois que c'est le bon mot, dans la valeur et dans l'intérêt de la vie. On ne fait pas des enfants si, fondamentalement, on n'a pas une vision suffisamment positive de ce qui peut les attendre dans leur vie. Cette envie de créer, de transmettre, il me semble qu'elle est également sous-tendue par des choses qui sont plus individuelles et qui sont, chez beaucoup de personnes, la conviction que accéder à la maternité ou à la paternité pour un homme, c'est au fond la dernière marche à gravir pour devenir pleinement adulte. Voilà. Et alors c'est peut-être un sentiment qui est plus marqué souvent chez une femme. J'entends souvent des femmes qui me disent que tant qu'elles n'étaient pas devenues mères, elles se sentaient non achevées, incomplètes. Voilà. C'est un peu moins vrai pour les hommes. Il y a quelques-uns qui le disent. Et c'est vrai que comme les hommes sont moins investis de tout leur corps dans la création des enfants, ils attachent peut-être un peu plus d'importance que les femmes aux réalisations professionnelles, par exemple. Voilà. Mais jusqu'à un certain point, c'est pas aussi pour eux. Faire des enfants, c'est devenir pleinement adulte. Alors, cette envie de créer, de transmettre, qu'est-ce qui peut l'affaiblir? Elle n'est pas toujours pleinement présente, je dois le constater dans ce qui m'est dit. Donc, elle est affaiblie le plus souvent par un manque de confiance en soi. Et là, je repense à la rejet analogique qu'a présenté Jennifer. Ce manque de confiance en soi, il est souvent très perceptible quand une personne a des incertitudes sur ses racines. J'ai eu souvent dans ma patientèle des personnes qui, au seuil de la paternité ou de la maternité, se bloquaient parce que elles étaient renvoyées aux incertitudes sur comment elles étaient venues au monde. Et qui étaient leurs parents. Dans des cas plus rares, j'ai eu par exemple un homme qui, après avoir fait un enfant, s'est éloigné totalement de son couple parce qu'il avait découvert à un moment que l'homme qu'il croyait être son père n'était que son beau-père. Ça lui avait été caché beaucoup trop durablement et heureusement il a pu ensuite revenir, se rendre compte qu'il pouvait faire avec ça et se réapproprier sa paternité. Mais c'est un exemple parmi d'autres de la vulnérabilité qui peut être provoquée par les incertitudes sur nos racines. A contrario, je dirais que quand le désir, l'envie de créer et de transmettre est présente chez au moins un des deux conjoints, plus souvent madame, mais pas toujours, je reçois beaucoup, c'est monsieur qui a envie d'avoir des enfants, et madame qui est plus tiède. Et ça je trouve que c'est une des belles choses aussi, une des belles vertus de la conjugalité. Presque toujours, c'est celui qui a envie qui réussit à emporter le morceau.
Et je trouve que c'est quelque chose de très remarquable, parce que ce qui suit derrière, c'est que dans quasiment 100% des situations, celui qui au départ n'était pas très chaud, ou celle qui n'était pas très chaude, eh bien, une fois l'enfant là, est ravi. Il dit, mais comment est-ce que j'ai pu hésiter à faire des enfants? Et là, je trouve que ça montre à quel point la relation de couple est porteuse de richesse. Dernière chose par rapport à ce moment de la vie conjugale, il ne faut quand même pas se cacher que la synergie qui apparaît là, c'est surtout une synergie au bénéfice de l'enfant. Et qu'elle s'accompagne jusqu'à un certain point, pendant toute la période où le couple va s'occuper de frais des enfants, c'est-à-dire quand même 15 à 20 ans, il va y avoir une moindre attention portée à la relation amoureuse, sous son angle sentimental et sexuel. Et ce qui nous conduit tout droit au troisième moment de la vie de couple, qui est le départ des enfants. Et quand les enfants s'en vont, je vois arriver des couples qui, en un mot comme en sens, disent, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble maintenant? Ce qui montre bien qu'ils se sont un peu perdus au bénéfice des enfants, certes, et dans le sentiment de créer ensemble quelque chose, mais dans quand même un certain accomplissement de ce qui est peut-être le cœur de la relation conjugale. Alors, donc, vous ne serez pas surpris que je dise qu'à ce stade-là, ce qui est essentiel, ce qui est une valeur essentielle, c'est la capacité à réinvestir la relation de couple, la réinvestir comme un lieu privilégié de partage des plaisirs, mais aussi, et c'est essentiel, un lieu qui doit pouvoir être équilibré avec le lieu des investissements individuels. Alors je vais m'expliquer là-dessus. Alors, réinvestir le couple d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça se comprend assez bien. Ce que l'on constate, c'est que si l'on prend l'aspect de la vie sexuelle, de la vie intime, ce réinvestissement, eh bien, il est souvent freiné par un certain nombre de peurs. C'est souvent aux alentours de la quarantaine, voire de la cinquantaine, puisque l'âge moyen pour faire des enfants chez les femmes actuellement, c'est plutôt 30 ans que 25. Donc 45 ans, ouais, 50 ans, les enfants s'en vont. On se dit, bon, ce serait le moment de nous réinvestir l'un l'autre. Mais il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont, par exemple, est-ce que je suis suffisamment séduisant pour mon conjoint? Et aussi quelque chose que je vois quelquefois qui est plus diffus, qui est plus difficile à nommer, c'est avec l'affirmation du caractère de chacun, une certaine intimidation que nous pouvons ressentir par rapport à l'assurance qu'a pris le conjoint. On peut le trouver, on l'aime toujours, mais est-ce qu'il est aussi accessible que par le passé avec cette force qu'il a prise? Et ceci est peut-être plus vrai pour un homme qui a vu sa compagne, jeune femme du début, prendre une assurance considérable en devenant mère. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent à faire travailler à mes patients, surmonter cette timidité qui peut s'être installée parce que on découvre que l'on partage notre vie avec quelqu'un qui a une solidité et une vigueur dans sa pensée, souvent, que l'on n'avait pas, qui n'était pas présente au départ, et voilà, le conjoint peut nous paraître moins accessible. Alors, en dehors de la sexualité, développer des terrains de plaisir partagé, ça
ça me peut mobiliser des qualités qui sont quelque chose comme l'imagination, la capacité à dépasser ses préjugés. Par exemple, remplacer un couple qui a beaucoup fonctionné sur le partage de loisirs sportifs. Ces loisirs sportifs peuvent être devenus un peu exigeants. Faire plus de place à des loisirs culturels. Mais si on ne le faisait pas avant, est-ce qu'on peut se permettre, à 50 ans, de s'intéresser à autre chose? Ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Et quelquefois, ça pourra être vécu comme une dérive, parce que ce n'était pas dans les normes du couple jusque-là. Donc, il faut un peu d'audace, quelquefois, l'un et ou à l'autre, pour qu'on puisse innover. Alors, j'ai dit donc en parlant de cette période que la deuxième valeur qui devait être présente, c'était la capacité à pouvoir équilibrer ce que l'on reconstituait du lien privilégié à deux, avec des investissements qui sont des investissements plus individuels. Alors, pourquoi ça? Eh bien, je crois que c'était ça, Jennifer en a pas mal évoqué, il me semble. Le couple est une structure qui est ouverte sur l'extérieur, une structure qui est vivante et qui a besoin d'apports d'oxygène extérieur. Alors, ces apports d'oxygène, on peut les recevoir en se présentant en couple, mais on peut aller les chercher au moins autant en développant des investissements individuels, à travers ce que chacun va s'autoriser à vivre en dehors de l'autre. Je suis pas loin de la fin. C'est pas grave. Alors, ce qui se passe par rapport à cette ambition-là, de faire de la place aux investissements individuels, il y a souvent, je constate souvent une difficulté à intégrer ces investissements de l'autre, faits par l'autre, comme un enrichissement indirect mais salutaire du couple. Très souvent, le premier mouvement par rapport à l'envie qu'exprime notre conjoint, par exemple, je ne sais pas, d'aller faire une activité tout à fait nouvelle qui n'est pas à notre goût, mais qu'est-ce que ça va donner pour le couple? Et ce questionnement peut prendre la forme d'une sorte de dilemme que l'on peut vivre dans un premier temps comme insoluble entre, je dirais, un risque d'implosion du couple. Ensemble, on s'ennuie, on ne fait rien toujours, on fait toujours pareil, ou on va passer pour le commun. Le couple implose dans l'ennui. Ou alors, si on commence à aller voir ailleurs, dans nos activités, c'est l'explosion. Si l'autre commence à développer une activité dans laquelle je ne suis pas, où est-ce que va notre couple? Donc, voilà, ça c'est une problématique que j'entends très souvent dans ma patientèle, chez des couples donc, qui auront entre 45 et 55 ans. Et finalement, pour que ce dilemme puisse être dépassé, il sera, j'ai envie de dire qu'il sera important que chacun non seulement tolère les investissements extérieurs de l'autre, mais les soutienne aussi. Les soutienne aussi. Parce que, en définitive, quand on est déjà en deuxième partie de vie, eh ben, il n'est pas évident du tout, quelquefois, de se lancer dans une activité nouvelle, solitairement. On peut être confronté, on peut avoir toutes sortes de peurs, et en particulier craindre de se confronter douloureusement à de plus grandes limites de nous-mêmes. Donc souvent, la mise en place d'activités de part et d'autre, et qui vont nourrir le couple, parce que ce seront des ouvertures que l'autre pourra rapporter dans le dialogue, que l'autre pourra rapporter au couple, et bien,
ces ouvertures, eh bien, elles ne peuvent se faire que s'il y a un soutien. Donc, on peut dire requiert la mise en œuvre d'une valeur qui est la générosité. La générosité et la croyance dans la créativité et dans la nouveauté. Et la croyance aussi dans ce qui nous reste de nos facultés, qui est souvent, de nos jours, à 50 ans, on est quand même encore en bonne santé. Ça, c'est quand même un des grands bénéfices des décennies récentes, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses à 50 ans, 60, même à 70. Et pourquoi pas jusqu'à la fin de nos jours. Voilà. Et je trouve qu'il y a là un troisième exemple de ces synergies dont je parlais tout à l'heure dans le couple, parce que quand cet équilibre entre les investissements conjugaux et individuels peut se réaliser, ben, il y a une sorte je dirais, de bouclage vertueux entre la vitalité individuelle, le soutien venant du conjoint et ce sur quoi ça débouche en termes d'enrichissement global du couple. Voilà. Et c'est quand même le couple qui a permis ça. C'est la croyance dans le couple qui a permis que l'on arrive à faire cette synthèse qui est une synthèse qui donne de l'équilibre et des appuis. Voilà. Alors, pour terminer, si Anna veut bien, j'ai souhaité m'appuyer sur ce petit schéma que beaucoup d'entre vous ont dû voir lors de la dernière réunion, que Anna appelle fort joliment les 4 sphères du cœur. Ça ne peut pas rester, mais je viens Pourquoi j'ai remis alors c'est rigolo, parce que je ne sais pas si tu... ah oui, en fait, j'avais en tête que les 4 sphères étaient nommées dans l'autre sens. Ah bon. Mais dans le schéma, j'avais en tête le schéma qui me convient parfaitement. Parce que qu'est-ce qu'il dit au fond ce schéma, et qui me paraît extrêmement important. Bon, on peut dire que ce qui est primordial, c'est l'amour parental, qui englobe en quelque sorte l'amour conjugal, et en dessous l'amour fraternel et l'amour filial, c'est-à-dire l'amour des enfants vers les parents. Quelle est la place de l'amour conjugal là-dedans? Eh bien, on voit que, comme je l'ai dit, il repose fondamentalement sur l'amour qu'on a reçu des parents, mais en même temps qu'il est la clé de voûte de la famille. Voilà. Et c'est cet amour dans le couple qui va permettre que les enfants s'entendent bien entre eux et qu'ils se sentent en lien affectif avec leurs parents. Cet amour filial. Mais il y a quelque chose qui n'est pas dit dans ce schéma et qui me semble tout à fait capital et qui me semble figurer beaucoup dans ton exposé, qui est très présent dans ton exposé, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui distingue fondamentalement l'amour conjugal des 3 autres cercles, c'est que c'est la sphère dans laquelle nous avons le plus de capacité d'agir et de nous créer. Les 3 autres sphères, en quelque sorte, elles nous sont données comment dire, nous avons assez peu de prise sur elles. L'amour parental, on aime nos enfants, c'est presque instinctif. Et on va pas, je ne crois pas qu'on va tellement se poser de questions de savoir comment l'orienter. Certes, dans l'éducation, on va se poser des questions, mais la racine de cet amour, elle est là, elle est vraiment viscérale.
c'est rare et on a finalement assez peu de marge de liberté. Et dans l'amour fraternel et dans l'amour filial, qui sont donc des liens affectifs dans l'enfance, peut-être à la rigueur au début de l'âge adulte, eh bien, la question du choix de la liberté d'agir et de créer n'est pas très présente non plus. C'est quelque chose dans lequel nous baignons, mais sur lequel nous n'avons pas beaucoup de prise. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de souligner comme essentiel, comme une caractéristique essentielle de la relation conjugale, c'est que c'est par excellence le lieu où nous pouvons exercer notre capacité de construire, et ceci jusqu'à nos derniers jours. Et là, vous me permettrez quand même de rendre grâce à ma compagne, à Marie, de nous avoir permis cette construction à deux, et aussi de pouvoir me dire encore aujourd'hui qu'il nous reste encore beaucoup de choses à construire jusqu'à la fin du jour. Beaucoup de choses passionnantes. Voilà. Alors, quels sont nos atouts? Je terminerai en disant quels sont nos atouts pour cette construction. J'en vois trois. C'est certainement pas exhaustif, mais j'en ai retenu trois. Une première qui est une donnée sur laquelle nous avons assez peu de prise, qui est notre capacité à faire les deuils, c'est-à-dire à tourner les pages de la vie. Ça, c'est une capacité que les psychologues savent qu'elle se forme très tôt dans l'enfance, dans la relation à la mère, et il s'avère que tout au long de la vie, elle est essentielle. Parce qu'on ne peut pas investir des choses nouvelles si on n'est pas capable d'accepter les pertes. Voilà. Et donc, dans la vie de couple, c'est évidemment une chose essentielle pour pouvoir s'adapter aux évolutions qui nous attendent. Une des pertes, bien sûr, c'est les enfants qui s'éloignent. La première des pertes, c'est peut-être passer d'une relation idyllique de passer de la lune de miel à une relation plus sage. La deuxième, c'est donc laisser partir les enfants. Et peut-être la troisième, c'est accepter le vieillissement. Donc cette capacité à faire les deuils, elle est essentielle. La deuxième faculté qui est en œuvre pour faire un couple heureux, je dirais que c'est une conscience suffisante de nos besoins et de nos limites. Alors ça, nous avons déjà beaucoup plus de prise dessus, par ce que l'on peut appeler le travail sur soi. Et quand je dis ça, travail sur soi tout au long de la vie, et je n'ai pas exclusivement en tête, par rapport à ça, du travail que l'on peut faire avec un professionnel. On peut travailler sur soi de multiples manières, dans l'échange avec notre environnement en particulier, et dans notre réflexion intime, dans l'échange avec l'autre, bien entendu. Donc, ça, je crois que c'est par expérience personnelle et par mon travail, c'est cette conscience suffisante que nous sommes des êtres de besoin, que nous avons des besoins, que nous ne sommes pas des anges, et que nous avons des limites. C'est une compétence essentielle pour bien vivre son couple. Et la dernière qualité que j'ai envie de nommer, c'est la confiance dans la puissance du dialogue. Ça n'est pas un hasard si la quasi-totalité des couples que je reçois arrivent en me disant on vient vous voir parce qu'on ne communique plus. Alors, en travaillant, on découvre que c'est plus compliqué ça, peut-être. Sous le terme de communication, il y a bien d'autres choses qui sont en jeu, mais une partie essentielle de mon travail, effectivement, ça va être de leur redonner confiance dans leur capacité de dialoguer. Et on peut dire que dans des couples qui n'ont pas besoin de se faire aider, cette capacité, elle se développe par la pratique. Et je terminerai en disant que effectivement c'est un enseignement cardinal de mon métier que trop de couples malheureusement meurent asphyxiés de ne pas avoir osé se dire les choses. Voilà, je vous remercie.